Pour vraiment interdire Bitcoin, il faut une société autoritaire, quasiment totalitaire. Et je ne sais pas si les partisans de cette interdiction sont toujours conscients de ça. Certains, oui, parce que c'est leur fantasme personnel. Ce sont des dictateurs en puissance, ce sont des totalitaires en puissance. Pour le bien de la société, toujours. Pour le bien commun, mais en fait, le bien commun n'est plus vraiment leur... C'est juste un prétexte. Et quand je parlais des gens qui sont sceptiques sur la liberté, il y a vraiment deux catégories. Il y a une catégorie respectable. Ces gens-là, on peut parler avec eux. On peut avoir une discussion d'économie politique, de philosophie politique, on peut avoir une discussion rationnelle sur les conséquences de la liberté, mais il y a des ennemis de la liberté qui sont des bourreaux en puissance. Yorick de Montbine, bonjour. Salut Guillaume. On est ravis de te retrouver sur Grand Angle Crypto. Tu sais que c'est la 10e fois, 10e apparition. Non. 10e apparition. Quel Joyeux plaisir. anniversaire. Tu rejoins Sébastien à la tête du classement. Vous êtes les deux mastodontes sur la chaîne. 10 apparitions. C'est un plaisir et puis bravo pour le travail incroyable que tu fais avec Richard sur Grand Angle. Merci, merci. Ouais, c'était une année chargée pour nous, mais pour les cryptos et pour Bitcoin justement. J'aimerais qu'on attaque cette interview par un petit flashback sur l'année. Qu'est-ce qui, toi, t'a particulièrement marqué? L'événement ou les événements qui t'ont particulièrement titillé cette année? Je pense, voilà, on discute ensemble plus sur Bitcoin, mais aussi sur les cryptos. Donc, question assez large sur 2021. Sur 2021, moi, il y a trois choses qui m'ont marqué. D'abord, les variations du cours, avec l'euphorie du début de l'année. Ensuite, la consternation quand le cours s'est effondré. Avec une division presque par deux au milieu de l'année. Quand je dis consternation, c'était aussi en fait une explosion de joie pour les anti-Bitcoin qui se sont dit « Ah, encore une fois, une bulle spéculative qui se dégonfle et cette fois-ci, enfin, Bitcoin va disparaître. » Bitcoin is dead. Et ensuite, contre toute attente, le cours est remonté en fin d'année. Et donc contre toute attente pour les anti-Bitcoin. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ça a été une année très mouvementée de ce point de vue-là, du point de vue des variations du cours. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est, je pense que 2021 a été l'année de l'explosion, au sens positif, du Lightning Network. On voit cette croissance exponentielle qui arrive. Croissance exponentielle du nombre de nœuds de routage, du nombre de canaux publics, du nombre de projets entrepreneuriaux. Et donc, vraiment, la révélation technique de l'année, c'est Lightning Network pour Bitcoin. Et puis, le troisième point, c'est évidemment le coup de théâtre au Salvador, avec le cours légal annoncé en juin, mis en œuvre en septembre, qui a été en fait vraiment un événement stupéfiant parce que depuis ce moment-là, tous les gens qui disent Bitcoin n'est pas une monnaie parce qu'aucun État ne l'a adopté, évidemment, il va falloir qu'ils travaillent un peu plus leur sujet pour trouver d'autres contre-arguments. Voilà. Ouais. Et tu vois ça comme une première étape. Un autre pays pourrait éventuellement adopter Bitcoin là bientôt. Ouais, moi j'y crois. Il est possible qu'en 2022 on voit ça. Ouais. Alors, au Salvador, c'est fait de manière un peu rocambolesque, quand même, un peu chaotique. Le président a décidé d'y aller vraiment au forceps. Et, donc, c'est pas du tout une mise en œuvre harmonieuse, parfaite. Donc, ça donne aussi des arguments aux anti-Bitcoin qui disent « Mais regardez, c'est un peu la pagaille, votre truc, ça marche pas bien, c'est n'importe quoi. » Mais c'est une vision très court-termiste. Sur le fond, en fait, ça progresse et d'autres pays vont s'en inspirer à un moment ou à un autre. On parlait de l'Argentine apparemment. C'est quoi? C'est Ellen Strike de Jack Mallers qui arrive en Argentine là, très récemment. Voilà, il vient d'annoncer qu'il mettait Ellen Strike. Et apparemment, c'est la première brique. La dernière fois que Jack Mallers est arrivé dans un pays, quelques mois plus tard, c'était monnaie légale. L'Argentine, ça serait quand même. Ça serait incroyable. Ça serait un coup de théâtre majeur. Ils sont dans le G20, l'Argentine, je crois. Je ne sais pas s'ils sont dans le G20, mais ça en tout cas, c'est comme un pays majeur. C'est un pays très important. Là, moi j'y crois pas trop. Ne pourrait plus dire. Voilà, soyons sérieux. Il faudrait qu'on soit un peu plus prudent. Mais l'Argentine, j'y crois pas pour 2022. Mais enfin, on ne sait jamais. Avec ce curieux animal qu'est Bitcoin, tout peut arriver. Et ce qui arrive n'a jamais été prévu. C'est vrai que ça passe très... On se dit qu'il y a un peu plus d'un an, c'était Michael Saylor qui arrivait dans l'écosystème Bitcoin. Et ça paraît déjà il y a longtemps. Oui, ça paraît déjà normalisé, alors que c'était en soi quelque chose d'étonnant. Une grande boîte cotée aux États-Unis qui se met à placer
de sa trésorerie en Bitcoin. Donc, et ensuite Tesla, et ensuite Twitter, Jack Dorsey maintenant qui travaille quasiment à plein temps sur Bitcoin. C'est vrai qu'en 2020, l'année a été chargée. Je ne sais pas ce que nous réserve 2022. Oui, Tesla, j'aurais pu le citer dans les événements importants de 2021, mais en même temps... leur arrivée ou leur retrait? Et voilà, Elon Musk nous a tellement déçus après en racontant absolument n'importe quoi, en faisant vraiment l'idiot pour rigoler, parce que c'est du trolling de haut niveau, quoi. À ce niveau-là, c'est de l'art. C'est une sorte de comportement créatif, artistique... permanent, ce type-là. Il est dans le jeu permanent. Ouais. Ouais. Ouais, et puis, il s'amuse sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est une blague. On ne sait pas. On se demandait avec Richard, justement, toute sa relation avec Dogecoin, par exemple, si vraiment il a un projet technologique derrière ou bien si c'est seulement vraiment juste pour s'amuser. Et voilà, c'est comme s'il prenait une bière avec 60 millions de personnes sur Twitter, quoi. Moi, ma théorie, c'est que la méthode de communication de ce gars-là, c'est de casser les codes. Et donc, il n'y a aucune limite, y compris sur ces sujets. Donc, il casse les codes. Après avoir donné l'impression d'être sérieux, eh ben, il adopte un comportement complètement fantasque. Et il me fait penser à... il y a un personnage dans Atlas Shrugged d'Ayn Rand qui s'appelle, je crois, d'Anconina, qui est une sorte de milliardaire un peu fantasque en apparence, mais qui fait ça pour détourner l'attention. C'est stratégique. Donc il déçoit tous ses admirateurs, mais il ne fait pas ça par hasard. Donc on verra si c'est la stratégie d'Elon Musk. Il y a un autre sujet qui était particulièrement intéressant, ou en tout cas que toute la cryptosphère a observé ces derniers mois, c'est la montée en puissance, en tout cas théorique, des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Aux États-Unis, il semblerait qu'ils aient plutôt une approche de laisser faire le secteur privé. Et je trouve personnellement que c'est sûrement une bonne idée de laisser des USDC, le stablecoin de Paxos par exemple, etc., travailler main dans la main avec les autorités financières, la SEC, etc., et la Banque centrale pour faire que voilà, les stablecoins existent maintenant, les canaux ont été créés, on ne va pas réinventer la roue, on va juste vous gérer, travailler main dans la main et ça va bien se passer. En Europe, il semblerait qu'on ait une approche complètement différente, beaucoup plus dure envers les stablecoins euros, si j'ai bien compris. Toi, quelle est ta vision, le risque, les enjeux de ces MNBC en Europe avec ce i-euro? Moi, en fait, je ne fais pas tellement de différence entre le i-euro et les autres projets de MNBC. Hein. Je mets un peu ça dans la même catégorie. Même si je reconnais la différence quand même d'approche entre les États-Unis et l'Europe que tu décris, qui est une différence très culturelle sur l'innovation, le risque et tout. Mais aujourd'hui, il y a 80% des banques centrales dans le monde qui ont des projets de monnaie numérique de banque centrale. Et pour moi, c'est plutôt un danger, ces projets. Et je suis assez étonné de la naïveté ou de la complaisance ou de l'intérêt même que manifeste une grande partie du public ou des commentateurs prétendument éclairés sur ces sujets. Les banques centrales, de manière générale, leur business, c'est le contrôle. Elles ont besoin de contrôler les choses, de contrôler la monnaie, de contrôler la politique monétaire. Par certains aspects, elles perdent le contrôle. Et donc, elles sont toujours en train de chercher des nouveaux outils pour soit rattraper leur retard, soit accroître leur contrôle. Et elles voient bien qu'elles perdent une partie du contrôle face à l'émergence des crypto-monnaies. Et elles ont décidé de saisir l'opportunité de la prétendue technologie blockchain pour rattraper leur retard, accroître leur contrôle sur la monnaie en mettant en place des monnaies numériques de banque centrale qui sont pour l'instant à l'état de projet hyper vague, avec plein de déclinaisons possibles. Visiblement, elles sont elles-mêmes un peu perdues dans leur propre projet, elles ne savent pas très bien ce que ça va être. On recevait justement Michel Kazaka. Bon, je ne veux pas attirer des ennuis à Michel, mais il travaille du coup avec les banques centrales, avec des banques commerciales sur ces projets-là. Et pour le moment, c'est gloubi-boulga. Dans leur com, elles font semblant de travailler sérieusement là-dessus, mais visiblement, c'est un peu le brouillard complet chez elles. Mais pour autant, ces projets, à mon avis, restent inquiétants. Je pense qu'il y a une sorte de tendance lourde et on va naturellement vers ce genre d'outils. J'aime pas trop l'idée de sens de l'histoire, mais là, il y a quelque chose qui ressemble à un sens de l'histoire. La puissance publique au sens général, incluant les banques centrales,
cherche à accroître son contrôle et y a réussi dans des proportions inespérées avec le Covid, on l'a bien vu, et dans la sphère monétaire, eh bien, les MNBC sont l'occasion d'accroître leur contrôle. Et d'ailleurs, on voit bien en Chine, ça se met en place progressivement. Mais je pense qu'il y a une incompréhension de beaucoup de personnes, et moi quand j'en parle à mes proches autour de moi, il y a vraiment une incompréhension de ce que vont être ces MNBC en comparaison de ce qui existe actuellement avec les euros que tu as sur ton smartphone. Et moi, la plupart du temps, quand j'en parle, les gens vont me dire « mais l'euro est déjà numérique, qu'est-ce que ça va changer? J'ai mon application Revolut, j'ai mon application Boursorama, je te transfère des euros sur ton téléphone, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer, Yuri? Du coup, quelle est la différence entre le e-euro actuel et le e-euro contrôlé par une banque centrale? Quelle est la différence fondamentale? Et ça, du coup, c'est un point crucial à expliquer aux gens qui n'ont pas encore compris que là, on passe à l'étape supérieure. Ouais, alors Quelle est cette étape supérieure? Déjà, à mon avis, il faut distinguer les deux grands types de MNBC qui sont envisageables théoriquement. Au sens limité, ce sera du wholesale, c'est-à-dire de la monnaie numérique de banque centrale, accessible seulement aux institutions financières, de la MNBC de gros. Et puis, au sens plus développé, plus général, et qui, à mon avis, est inéluctable, ce sera de la retail CDBC, c'est-à-dire de la MNBC de détail accessible au grand public, aux individus. Et là, si on arrive à ce stade-là, qui encore une fois, moi, me paraît inéluctable, ça voudra dire que les individus pourront avoir accès à la monnaie banque centrale sous forme numérique. Ce qui n'est pas tellement le cas pour le moment. Pour le moment, la monnaie banque centrale, c'est le cash, ou la monnaie banque centrale émise par les banques centrales, mais accessible aux institutions financières, que le public ne touche pas. Mais là, vraiment, cette partie-là, le MNBC Wholesale, déjà que je ne suis pas au clair sur le retail, genre vraiment comment... Mais pour moi, toute cette liquidité entre banque commerciale et banque centrale, aujourd'hui, elle est déjà intégralement à 100% numérique. Voilà. Donc, ça changera rien. Ça changera rien pour les particuliers. Ouais. Ce qui change quelque chose, c'est s'il y a de la monnaie banque centrale retail, c'est-à-dire accessible au grand public, aux individus. Là, à ce moment-là, tous les individus pourront avoir un compte auprès de la banque centrale et détenir de la monnaie banque centrale. Et ça voudra dire que la puissance publique, et en particulier les banques centrales, auront accès à toutes les infos financières des individus, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment. Pour le moment, disons que la puissance publique peut avoir accès à toutes les infos financières des individus, mais ça demande des efforts. Ce n'est pas instantané, ça demande de décider. Tiens, moi, puissance publique, je veux toutes les infos de Guillaume Goualard, donc je vais mettre en œuvre des moyens pour ça. Ça va me demander du temps, je vais devoir consacrer des efforts d'un certain nombre de fonctionnaires, ça va me prendre plusieurs jours pour collecter les infos, etc. Là, ce qui changera, c'est que la puissance publique aura accès à toutes ces infos de manière instantanée. En fait, de facto, ces infos seront présentes. Donc ça ne changera pas la manière en fait, de vivre des individus. Ça changera simplement le type d'infos qu'on détiendra sur eux. Mais c'est vrai que fondamentalement, pour les individus, en fait, ça ne changera pas vraiment leur manière d'interagir avec la monnaie, quoi. Ça va peut-être modifier leur rapport avec les banques, parce que les banques, à un moment donné, vont être court-circuitées. Il va falloir trouver un nouveau rôle pour les banques de dépôt, les banques de détail, les banques commerciales. Et ça, en fait, personne ne sait très bien comment ça va fonctionner. Apparemment, une des solutions potentielles dont parlait Michel, c'était un plafond à 3 000 € sur ce compte détenu par la Banque centrale. Donc en fait, ça serait ton cash détenu au maximum par la Banque centrale, ça serait 3 000 €. Ensuite, il y aurait des frais que tu paierais à la banque. Enfin bref, c'est tout un schéma, mais on en parlait juste après l'interview. On est en train de défendre le monopole des banques, enfin de trouver un rôle aux banques alors que normalement, elles devraient être court-circuitées. Ça veut dire que littéralement, avec les MNBC, on a la technologie maintenant, enfin, avec tous les systèmes crypto, etc. Et pas de blockchain, pas distribué, ni quoi que ce soit, hein, juste centralisé, mais d'avoir une base de données centralisée pour tous les utilisateurs, sans banque commerciale. On court-circuite tout le système actuel, sauf que en protégeant le monopole des banques, on essaie de leur retrouver une utilité.
Et ça, je trouve ça dingue parce qu'on n'a pas sauvé l'industrie des bougies quand l'électricité est arrivée. Enfin, pourquoi pas laisser mourir c'est cruel de ma part, mais dans un sens, c'est le sens de l'histoire, c'est la technologie, c'est une destruction créatrice. Le secteur bancaire peut-être est amené à disparaître et je trouve ça complètement dingue que en fait, tous nos dirigeants, ou en tout cas certains hauts fonctionnaires et personnes dans les banques centrales, en fait, sont en train de se creuser la tête pour trouver une fonction. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien leur faire faire dans le futur? C'est vraiment dingue. Oui, de ce point de vue-là, c'est un peu critiquable. C'est-à-dire que de manière artificielle, on va les maintenir en vie avec des dispositions juridiques, leur maintenant un certain business. Alors qu'en théorie, la Banque centrale pourrait leur piquer 100% de leur business. Mais en de même manière temps, plus efficace, moins chère, etc. Mais en même temps, moi je suis contre les monopoles publics de manière générale. Ça, et donc un monopole public met en faillite les acteurs privés. Et donc là, si les banques centrales veulent s'arroger le monopole de la vie financière, effectivement, elles vont mettre en faillite des acteurs privés qui n'ont rien demandé et alors qu'elles potentiellement ils rendent des services aux utilisateurs. Et donc en fait, disons, ce qui est critiquable en soi, plus que ces dispositions intermédiaires, transitoires, artificielles pour aider les banques, c'est la décision elle-même de créer des MNBC. C'est de plus de contrôle, de plus d'intervention. Voilà. Quand on voit maintenant le système chinois qui est en train de se mettre en place, et c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Ça veut dire c'est par exemple un contrôle de ce que vous pouvez acheter ou pas en fonction de votre score social. Voilà. C'est une fiscalité précise et chirurgicale en fonction de votre statut, en fonction de ce que vous allez acheter, ce que vous allez dépenser, quand, où, comment, avec qui. C'est vrai que c'est une société un peu dystopique qui donne pas envie. Et voilà, si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'on va vers ça. Et à mon avis, il y a deux grands risques. Il y a l'augmentation de la surveillance sur les individus par la puissance publique et l'augmentation du contrôle sur l'économie par la puissance publique. La surveillance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de facto, automatiquement, les banques centrales et la puissance publique et les gouvernements et qui veut dans cette sphère aura accès à toutes les infos financières des gens. Pour ensuite éventuellement prendre des décisions ciblées sur les gens, en fonction de critères idéologiques, politiques ou autres. Et puis, il y a aussi le fait qu'avec les monnaies numériques de banque centrale, progressivement, une fois qu'elles sont mises en place, ça donnera un argument supplémentaire pour les gouvernements pour se débarrasser du cash. Là aussi, il y a une sorte de sens de l'histoire, c'est-à-dire que comme la société se numérise, le cash progressivement devient moins pratique à utiliser, donc les individus peuvent préférer se passer du cash et acheter leur baguette de pain pour une fraction d'euros, pour quelques euros, en payant en carte bancaire. C'est facile, c'est plus rapide. Mais en même temps, l'usage du cash, paradoxalement, se diffuse dans le monde parce que les gens restent attachés à l'argent liquide. Or, ça pose un problème pour la puissance publique. La puissance publique, elle veut se débarrasser du cash. Elle fait tout ce qu'elle peut depuis quelques années, en instaurant des limites de plus en plus contraignantes sur le niveau de retrait dans les distributeurs, sur les montants qu'on peut payer dans les commerces en cash, et elle veut progressivement marginaliser l'argent liquide. Et les MNBC vont être un prétexte supplémentaire pour se débarrasser de l'argent liquide. Il y a des gens qui pensent que les banques centrales en fait, sont pas heureuses de la disparition du cash, et que c'est pas de leur faute. En fait, je crois que c'est erroné. La réalité, c'est que la puissance publique veut se débarrasser du cash, et parfois pour des motifs apparemment légitimes. Lutter contre le crime organisé, les trafics, le financement du terrorisme, etc. Ça, ce sont des motifs vertueux en apparence, mais qui sont un peu court-termistes. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que se débarrasser du cash, c'est aussi, un moyen de renforcer la surveillance sur les gens et un moyen de développer les taux d'intérêt négatifs. Et les politiques de relance monétaire, les politiques keynésiennes, parce qu'aujourd'hui, une des limites aux taux négatifs, c'est le cash. Si on instaure des taux négatifs sur l'épargne des gens, les gens... Donc ça veut dire que l'épargne diminue, concrètement. Littéralement, c'est une monnaie fondante. Elle est rognée. Ouais. Le fait qu'il y ait des gens qui soient favorables à ça me paraît totalement incompréhensible. Mais en tout cas, il y a des gens favorables à ça, à la monnaie fondante, pour relancer l'activité et tout ça. Mais ça, c'est l'idéologie keynésienne pure. Et donc, effectivement, beaucoup de gens sont favorables à ça.
Mais si on met des taux négatifs sur l'épargne des gens, les gens sortent leur épargne en cash. Donc le cash est une limite, un frein au taux négatif. Mais le jour où il n'y a plus de cash, il n'y a plus cette limite. Et donc allons-y pour les taux négatifs sans scrupule. Taux négatifs globaux ou ciblés, sectoriels, par entreprise, par type de dépenses, par secteur de dépenses, par profil des individus, et pourquoi pas par profil idéologique. Qu'est-ce que tu achètes? Quelle association tu finances? Est-ce que tu achètes trop de porno sur Internet? C'est vilain. Est-ce que tu achètes trop de viande? C'est vilain. Est-ce que tu achètes trop de produits polluants? C'est vilain. Taux négatif sur telle ou telle dépense. Donc on va, comme tu dis, vers une société dystopique. Ça ne veut pas dire que si cet outil est en place, les États les utiliseront. Mais l'histoire montre que quand on crée des outils de contrôle et des outils de surveillance, à un moment donné, ils sont utilisés. C'est inéluctable. Voilà. On le mentionne rarement. À chaque fois que sur les chaînes crypto, Bitcoin, la définition de la monnaie revient extrêmement souvent. Et on mentionne tout le temps moyen d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Mais il y en a une quatrième, c'est un moyen de contrôle. Outil de contrôle, exactement. C'est un outil de contrôle fondamental. Quand la monnaie est pilotée par l'État, c'est-à-dire qu'à l'origine, avant que l'institution de la monnaie soit appropriée par la puissance publique, ce n'était pas un outil de contrôle. Ça le devient quand elle est appropriée par la puissance publique. Et le XXe siècle est vraiment l'accélération de cette appropriation. Et les MNBC sont une étape supplémentaire dans ce mouvement. C'est pour ça que ça n'intervient pas par hasard. Et c'est pour ça que ça me paraît inéluctable et donc dangereux et qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire. Ouais. Tu me parlais en off que pour toi c'était même une réflexion quasi philosophique bien plus profonde. En fait là c'était un épiphénomène, mais tu disais que ça se rapprochait d'un débat qu'aurait pu avoir Karl Popper avec les personnes qui sont en train d'implémenter ce genre de méthodes et d'outils, donc de la société libre. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, moi je trouve que Karl Popper donne une bonne grille d'analyse pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a en fait beaucoup de gens qui se méfient de la liberté, viscéralement, pour des raisons compréhensibles, légitimes, acceptables, ou pour des raisons malsaines. Mais dans les deux cas, ces gens pensent que trop de liberté crée du chaos. Trop de liberté est dangereux, perturbe la société, déstabilise la société, les communautés, les solidarités et même la prospérité. Et donc il faut limiter la liberté, il faut l'encadrer, la réguler dans des proportions variables selon les gens. Moi je pense que de manière générale ce discours est erroné. C'est dès qu'on encadre, qu'on limite, qu'on pilote, qu'on régule, que ça crée des problèmes. Mais si je reviens à ces deux catégories, les gens qui pensent que trop de liberté crée du chaos, eh ben forcément ils vont appliquer ce raisonnement à la monnaie. Ils vont se dire que si on instaure une liberté complète dans le domaine monétaire, ça va créer des perturbations. Et parmi eux, donc, il y en a qui ont ce raisonnement pour des raisons malsaines, parce que, pour des raisons psychologiques profondes ou des raisons idéologiques, ils sont favorables à la coercition, à l'encadrement, à l'enrégimentement des gens. Et alors, l'analyse de Karl Popper, c'est en gros, lui, il distingue deux types de sociétés un peu abstraites, schématiques, pour réfléchir. La société ouverte et la société close. À l'origine, les sociétés primitives sont des sociétés closes. C'est-à-dire ce sont des sociétés où la place de chacun dans la hiérarchie sociale est prédéterminée en fonction de règles, de traditions, de décisions du chef du village ou du sorcier. Et donc, ça assure une sorte de confort aux individus. Les individus n'ont pas forcément besoin de se démener pour progresser dans la hiérarchie. Il n'y a pas de progrès possible dans la hiérarchie sociale. Et donc, il y a une sorte de déresponsabilisation des gens. Si les gens se comportent mal, en fait, ce n'est pas vraiment de leur faute. En revanche, il faut les sanctionner quand même fortement et pour les maintenir à leur place. Et s'ils remettent en question les idées reçues, la tradition, les superstitions, on les sanctionne parce que ça perturbe la société. Et donc, ces sociétés closes peuvent vivoter pendant des siècles comme ça, et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de progrès scientifique, parce qu'il n'y a pas de possibilité de remettre en question les idées reçues, et il n'y a pas tellement de progrès économique, parce qu'il y a peu d'innovations envisageables. Il y a peu de
commerce libre, tout est organisé. Et il y a peu d'épanouissement des individus. Les individus sont en fait obligés de se soumettre à la hiérarchie et aux traditions. Ça, c'est la société close. Et le processus de civilisation pour Karl Popper, c'est la remise en question de la société close, c'est la découverte et l'acceptation de certains principes complètement différents. La responsabilité individuelle, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir être libres de prendre les décisions pour organiser leur vie en prenant des risques et en assumant les conséquences de leurs décisions. Les gens doivent être capables de remettre en question les traditions et les superstitions. Ils doivent être capables d'interagir entre eux librement, d'entreprendre, de créer des choses. Et à ce moment-là, la place de chacun dans la hiérarchie sociale n'est pas prédéterminée. C'est-à-dire que des gens qui naissent dans des familles pauvres ont la possibilité d'accroître leur niveau de vie et leur rang dans la société par leur travail, par leur intelligence, par l'accumulation du capital, l'échange, la réflexion individuelle. Mais la responsabilité individuelle fait qu'ils doivent aussi en payer le prix s'ils se trompent. S'ils se trompent, leur place dans la hiérarchie peut diminuer. Ils peuvent en fait faire faillite, perdre leurs biens et se retrouver à un niveau plus faible. Et un des aspects importants sur lequel insiste Karl Popper, c'est que la civilisation, c'est aussi le pluralisme critique. Dans la société ouverte, chacun a le droit de contester la norme. Chacun a le droit de remettre en question le paradigme dominant. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la liberté d'expression. Il faut que chacun puisse s'exprimer. La déviance d'aujourd'hui est la norme de demain. En gros, c'est que permettre ces contradictions, cette recherche et ne pas avoir cette approche dogmatique des connaissances. Voilà. C'est un facteur de progrès. Ouais, voilà. Et ça fait le lien avec le sujet principal pour lequel Karl Popper est connu, puisque c'est surtout un philosophe des sciences avant d'être un philosophe politique. C'est celui qui a inventé l'idée de falsifiabilité, de réfutation. Okay. C'est-à-dire que pour lui, une théorie n'est scientifique que si elle se prête à la réfutation, si elle inclut dans son énoncé une manière de tester empiriquement cette théorie et éventuellement de l'invalider empiriquement. Et les théories comme le marxisme ou la psychanalyse, qui n'incluent pas dans leur énoncé une manière de les réfuter empiriquement, ne sont donc pas scientifiques au sens de Karl Popper. Et pour pouvoir réfuter les choses, il faut qu'il y ait du pluralisme critique. Il faut que chacun puisse contester la vision dominante, ce qui n'est pas présent dans les sociétés closes et ce qui est présent dans les sociétés ouvertes, au sens un peu schématique. Or, ce que dit Karl Popper, et ce qui est intéressant pour en revenir au Bitcoin, c'est que le processus de reconnaissance des principes de la société ouverte crée de l'inquiétude, et il crée des résistances, parce que justement, il crée de l'incertitude et du mouvement, puisque la place de chacun dans la hiérarchie n'est plus donnée par avance. L'avenir n'est plus, en fait, prédéterminé. Il n'y a plus de détermination. Au contraire, il y a plus d'ouverture, d'incertitude et, d'une certaine manière, de chaos. Donc, il y a toute une partie des penseurs, des philosophes, des théoriciens et des individus normaux qui vont se méfier du processus de civilisation et de société ouverte. Et qui vont donc, en fait, se crisper, ça va provoquer des crispations réactionnaires. Des réactionnaires, au sens de... On réagit. On va dire, mais non, là, ce mouvement de civilisation crée trop de chaos, d'instabilité. Il faut revenir à l'ordre, à la tradition, à la hiérarchie, au pilotage par l'autorité centrale. Et il faut limiter la liberté d'expression. Et on le voit dans le domaine monétaire. Bitcoin est la monnaie, en fait, de la société ouverte. Bitcoin, c'est une monnaie qui n'est pas pilotable, qui est ouverte, qui est libre, que chacun peut utiliser librement et que personne n'est obligé d'utiliser librement. Et donc, les gens qui n'aiment pas la société ouverte, instinctivement, quand ils voient Bitcoin, ils se méfient. Parce que Bitcoin ne permet pas le contrôle que permet les monnaies fiat dans les sociétés closes et dans les sociétés dont ces gens rêvent, en fait. Mais la société ouverte, est-ce que ça se rapproche, si j'ai bien compris, de l'anarcho-capitalisme, dans le sens où c'est un marché vraiment complètement libre, ultra-libéral? Pas forcément. En fait, Karl Popper n'était pas un libertarien ou un anarcho-capitaliste. Il était favorable à l'existence de l'État et même à une forme de redistribution et d'État-providence.
Et donc, il n'est pas du tout apprécié par les libertariens et les anarcho-capitalistes. Donc, la société ouverte, c'est un modèle très théorique, un peu vague, hein, en fait, un peu schématique, mais qui est voulu pour être un peu vague, qui est simplement théorisé, conceptualisé pour le différencier de ce qu'on appelle la société close. Mais Karl Popper ne donne pas les détails de fonctionnement de la société ouverte. Le détail, en fait, à chacun de les imaginer. Donc les libertariens imaginent des détails différents d'autres personnes qui pensent que l'État doit quand même exister, assurer une fonction de redistribution, de gestion de l'ordre, de la sécurité, etc. Et du coup, pour en revenir à ces deux sociétés, j'ai l'impression qu'il y a une force qui nous tire d'un côté de cette société close, un peu dystopique dont on discutait. Donc c'est plutôt de plus en plus de contrôle de l'État sur la monnaie, qui, comme on l'a dit, est un moyen de contrôle efficace. Et de l'autre, du coup, il y a cette force orange qui nous tire de l'autre. Fondamentalement, et ça de nouveau, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, et hier on regardait encore avec Richard l'intervention de Sébastien Gouspillou, Alexandre Sachenko et M. Dufresne sur TADI, et puis la question du journaliste c'était mais quelle place aura Bitcoin dès que les banques centrales auront lancé leur monnaie numérique de banque centrale? Au final, ça n'aura aucun intérêt parce que les crypto-monnaies des banques centrales, qui seront stables, qui seront backées par quelque chose, etc., seront là. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis, ta réponse là-dessus, et expliquer aux gens pourquoi, fondamentalement, les MNBC et Bitcoin sont deux animaux qu'on ne peut pas faire plus différents. Oui, ce sont des animaux complètement différents. D'ailleurs, de la même manière que Libra ou Diem est différent de Bitcoin. Sauf que dans le cas des MNBC, c'est encore plus radical parce qu'ils se fondent sur quand même une tentative de monopole public. Les MNBC, la puissance publique fera tout ce qu'elle peut pour les imposer par la réglementation, par la fiscalité, par plein de dispositifs, de la même manière que la puissance publique fait tout ce qu'elle peut pour imposer les monnaies fiat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie concurrence entre les monnaies aujourd'hui. Il y a du cours légal, qui est un dispositif qui avantage les monnaies fiat. On n'a pas le droit de refuser le paiement d'une dette en monnaie fiat, c'est ça le cours légal sur un territoire donné. Il faut payer ses impôts dans une monnaie donnée. On instaure des réglementations, des fiscalités qui en fait nuisent à l'émergence de nouvelles monnaies, comme le Bitcoin, des impositions sur la plus-value réalisée, un flou fiscal, comptable, etc., savamment entretenu. D'ailleurs, parfois, je me demande si tout ce dispositif qui est créé pour limiter l'essor des crypto-monnaies, je me demande s'il ne favorise pas les crypto-monnaies d'une certaine manière, parce que finalement, il donne du temps à Bitcoin pour se développer d'un point de vue technique, pour créer le Lightning Network, etc. Et il incite les gens à hodl, à conserver leur Bitcoin plutôt que les dépenser tous les jours à la boulangerie. Et donc, ça raréfie, d'une certaine manière, le nombre de Bitcoin proposés sur le marché, et ça contribue à l'augmentation du cours du Bitcoin sur le long terme. Et ça, en fait, consacre Bitcoin comme réserve de valeur, peut-être comme effet inattendu, déréglementation étatique anti-Bitcoin. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc voilà, Bitcoin et les MNBC seront fondamentalement différents, et les partisans des MNBC vont tout faire pour, comment dire, pas seulement favoriser les MNBC, mais interdire Bitcoin. Parce qu'ils ne sont pas totalement idiots. Ils ont compris la différence entre Bitcoin et les MNBC. Ils savent que Bitcoin va être une valeur refuge, que les gens vont en fait utiliser Bitcoin pour protéger leur épargne et protéger leur vie privée. Et donc, Bitcoin est gênant pour eux. Ils vont continuer à vous proposer d'interdire Bitcoin, sans forcément comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue technique, sans forcément comprendre que Bitcoin peut très bien fonctionner, parce que c'est de l'information qui peut être distribuée et émise sur n'importe quel support. Et donc, pour vraiment interdire Bitcoin, il faut une société autoritaire, quasiment totalitaire. Et je ne sais pas si les partisans de cette interdiction sont toujours conscients de ça. Certains, oui, parce que c'est leur fantasme personnel. Ce sont des dictateurs en puissance, ce sont des totalitaires en puissance. Pour le bien de la société, toujours. Pour le bien commun, mais en fait, le bien commun n'est plus vraiment leur... C'est juste un prétexte. Et quand je parlais des gens qui sont sceptiques sur la liberté, il y a vraiment deux catégories. Il y a une catégorie respectable. Ces gens-là, on peut parler avec eux. On peut avoir une discussion d'économie politique, de philosophie politique, on peut avoir une discussion rationnelle sur les conséquences de la liberté, mais il y a des ennemis de la liberté qui sont des bourreaux en puissance.
c'est-à-dire des gens tout gentils en apparence, mais qui, dans des circonstances exceptionnelles, et on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, se transforment du jour au lendemain en dénonciateurs, en bourreaux, en tortionnaires, alors que ce sont des gens normaux en apparence dans la vie. Et une partie des gens qui veulent interdire Bitcoin ont ces motivations malsaines. Ce sont des gens qui sont obsédés par le contrôle sur autrui, par la coercition, et qui ont une espèce de haine viscérale de la liberté. Et ces gens qui ont une motivation malsaine, je pense qu'il faut être impitoyable avec eux. Je pense que de manière générale, il faut être tolérant avec les gens et intolérant avec les idées, sauf avec les gens qui veulent réduire notre liberté à tout prix et qui veulent en fait nous marcher dessus. Et donc, dans ces débats sur le Bitcoin, je pense qu'il faut qu'on ne soit pas totalement naïf. Il y a des gens derrière une apparence de respectabilité, prétendument intellectuels, socialement admis, etc., qui sont des gens dangereux, qui sont des gens qui ont des motivations malsaines. Et c'est jamais facile de savoir qui, parce qu'on n'est pas dans la conscience des gens. Mais il y en a. On pense à certaines personnes, oui. On pense à certaines personnes. Non, parce que moi, je ne connais pas les gens individuellement. Non, mais il y a des discours actuellement, que ce soit dans le milieu anglophone ou francophone, qui ont ce genre de discours sur, par exemple, les MNBC, et qui ont, comme tu disais, ce rêve d'avoir plus de contrôle, et de nouveau pour le bien commun, pour aider la société. Voilà, donc il y a des gens qui veulent sincèrement le bien commun, ok, et il y a des gens pour qui le bien commun est en fait un prétexte. D'ailleurs, qu'ils en soient conscients eux-mêmes ou non, ça ne va pas toujours de soi. Hein. C'est-à-dire que la frontière entre les totalitaires et les gens sincères, en fait, n'est pas toujours si claire. Parce que, en fait, tout simplement, l'âme humaine est quand même complexe. En tout cas, moi, quand j'entends quelqu'un qui préconise l'interdiction du Bitcoin, instantanément, mon détecteur à bêtise s'active et mon détecteur à totalitarisme s'active. C'est-à-dire, est-ce que la personne est bien consciente de ce que ça veut dire techniquement pour interdire Bitcoin ? Et par quoi est animée fondamentalement cette personne ? Est-ce que c'est vraiment sincèrement par le bien commun, ou est-ce que c'est par une motivation malsaine et dangereuse et méprisable de contrôle sur autrui ? Ouais. Oui, c'est vraiment une attitude infantilisante, je trouve, parce que les personnes du coup qui prônent ce genre de technologie et ce genre de mesures vont te dire que, de nouveau, c'est pour le bien commun. Je sais ce qui est le mieux pour eux et pour leur bien, il faut interdire Bitcoin. En fait, on court à notre perte si Bitcoin était utilisé comme monnaie dans notre société pour X ou Y raison, la déflation, les inégalités, le poncif environnemental, etc. etc. Ouais. Alors que c'est fondamentalement, quand j'ai la discussion avec des personnes comme ça avec qui je ne suis pas d'accord, c'est fou, c'est que moi, je ne propose pas, par exemple, d'interdire les MNBC. Faites votre projet dans votre coin, fine. Enfin, libre à vous de lancer quelque chose et de faire vos MNBC avec Bitcoin en parallèle. Et on verra bien ce que les gens choisissent en fonction des propriétés. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je ne suis pas pour interdire les MNBC. Un pluralisme monétaire à la Frédéric Hayek, une vraie concurrence des monnaies. Ouais, mais entre acteurs privés. Un acteur public n'est pas un acteur comme les autres. C'est un acteur qui a un pouvoir de coercition. Alors que les acteurs privés n'ont pas le pouvoir de coercition. L'État, c'est le monopole de la violence légitime, selon la définition de Max Weber. Et donc, c'est un acteur qui ne peut pas être mis sur le même plan des acteurs privés. Une concurrence entre un truc produit par un État et des choses produites par des acteurs privés n'est pas une vraie concurrence. C'est une concurrence qui est faussée, qui est dévoyée. Et d'ailleurs, une partie... S'il y a de la coercition de la part de l'État, mais si sur la monnaie, l'État se mettait sur un pied d'égalité avec le reste, nous proposons le e-euro, mais si vous voulez utiliser Bitcoin oui, ou mais à ce moment-là, il faut une concurrence totalement loyale. C'est-à-dire qu'il faut un droit de payer ses impôts dans n'importe quelle monnaie. Il faut la même fiscalité sur toutes ces monnaies. Or, évidemment, l'État ne fait jamais ça. Jamais. Et voilà. Jamais. Parce qu'il sait très bien. Et d'ailleurs, en fait, la justification pour l'État de produire quelque chose, en général, c'est que s'il ne le fait pas, le marché ne le fait pas aussi bien. Et donc, c'est la théorie des biens publics. Ouais. Et donc, il n'a logiquement aucun intérêt à produire quelque chose dans les conditions de concurrence les plus loyales. C'est théoriquement, en fait, impensable. Et c'est fou, parce que dans cette discussion, du coup, CQFD, cette monnaie-là n'est pas clairement le mieux pour la société. C'est-à-dire que là,
tu dois l'imposer par la force pour qu'elle soit acceptée. Si tu laissais le choix aux gens, automatiquement, ils se détourneraient de cette monnaie-là parce que clairement, ils se rendent compte très concrètement Oui. qu'il y a une meilleure solution. Sur le marché, il y a quelque chose qui existe de mieux, quoi. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce que proposait Hayek dans son petit bouquin très connu maintenant, pour Denationalization of Money, pour une vraie concurrence des monnaies. Il disait, bon, bah, ok, laissons les États créer leur propre monnaie, laissons les acteurs privés créer des monnaies, et puis que le meilleur gagne. Voilà. Et en fait, c'est un raisonnement de bon sens, mais qui n'est pas appliqué par les États. Effectivement, les États ont trop peur de ça. Parce qu'ils veulent garder toujours la corde, ce pouvoir, cette capacité à avoir un contrôle sur l'argent et à ne pas uniquement dépendre des impôts, mais à aussi également avoir ce bouton magique. Du financement par la création monétaire, Exactement. absolument. Voilà. Et si tu enlèves ce bouton-là, aujourd'hui, ils sont mal barrés. Bah, tout le système s'effondre. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, la création monétaire, enfin plus qu'autrefois, mais c'est le cas depuis des siècles, l'appropriation de l'institution sociale qu'est la monnaie par les États leur permet de se financer de manière complémentaire par rapport à la taxation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux de taxation en fait pratiquement insurmontables en temps de paix. Les États ne peuvent plus augmenter les prélèvements obligatoires, pratiquement pas. Et donc, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens de se financer. Et la création monétaire, l'endettement illimité à bas coût, grâce au taux d'intérêt très faible permis par les banques centrales, en fait, est un moyen pour les États. Ce qui pose un problème démocratique de fond, parce que personne n'a voté pour ça. C'est un dévoiement de la démocratie qui est totalement fou, totalement inimaginable. Mais pour s'en rendre compte, il faut réfléchir un peu. Et en fait, les gens n'ont pas le temps de réfléchir à ça. Et on peut le comprendre, ce n'est pas leur priorité quotidienne. En revanche, ce qui est choquant, c'est que les médias ne fassent pas leur travail là-dessus. Il y a vraiment un problème dans notre système médiatique, culturel et éducatif. Les écoles, l'université, l'enseignement de l'économie ne nous informent pas là-dessus. Les médias ne font pas leur travail là-dessus. De même qu'ils ne font pas leur travail sur les crypto-monnaies, sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'individu lambda peut encore avoir des idées fausses sur Bitcoin, c'est parfaitement compréhensible. Bitcoin est tellement nouveau, tellement complexe, tellement différent de ce qui existait avant que c'est normal. En revanche, que des journalistes continuent à proférer le même genre de préjugés, de poncifs, de critiques infondées sur Bitcoin sans avoir fait son travail de documentation, alors que toutes les réfutations sont présentes, accessibles à qui le veut, gratuitement, instantanément sur Internet, ça c'est choquant, c'est troublant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système, ça veut dire que les journalistes ne sont pas là pour informer les gens, mais qu'ils sont là pour faire passer leur vision de la société. Ça veut dire aussi que parfois ils sont prisonniers d'intérêts privés, de lobbies, d'intérêts du secteur financier. Et ça, on peut rejoindre certains gauchistes qui disent ça sur ce genre de propos, sans être un gauchiste soi-même. En tout cas, il y a un truc qui cloche. Et donc moi, je suis très en colère vis-à-vis de ces intellectuels, de ces penseurs, de ces commentateurs, de ces journalistes qui continuent de nous servir le même discours ridicule sur Bitcoin sans avoir fait leur travail, en désinformant le public. Et une partie de ces gens-là, en fait, se fichent de la réalité, se fichent des détails techniques, se fichent de comprendre Bitcoin. Ils ont compris l'essentiel, ils ont compris que Bitcoin était une menace pour la société dont eux rêvent, une société de contrôle, une société de pilotage des individus et de l'économie. Ils l'ont compris, et donc tous les arguments sont bons contre Bitcoin. Toute la désinformation est acceptable moralement contre Bitcoin. Peu leur importe les détails, c'est vraiment pas ça leur problème. Du coup, pour 2022, on a commencé avec le flashback 2021. Qu'est-ce que tu attends de cette année? Quels sont les projets, les événements, les améliorations sur lesquels tu gardes un œil attentif? Moi, je prédis une année chaotique. Je pense que l'adoption du Bitcoin va se poursuivre, mais que la résistance contre le Bitcoin va s'intensifier. La crispation réactionnaire. Moi, je pense que une partie de ces gens qui se disent progressistes, qui veulent que l'État intervienne pour le bien commun et qui veulent donc lutter contre Bitcoin au service
d'idéaux progressistes, ces gens-là sont des réactionnaires. Des réactionnaires au sens de Karl Popper, de gens qui se crispent contre l'émergence de la société ouverte. Ces gens-là, en fait, on va leur donner encore plus de tribunes. On va leur permettre de s'exprimer, de diffuser leurs clichés et leurs fausses théories. Et donc, on va avoir ces deux mouvements. D'un côté, l'adoption va se poursuivre. De plus en plus de grandes entreprises vont détenir du Bitcoin, des grandes institutions. Des banques vont proposer des services de détention en Bitcoin pour leurs clients. La technologie va se poursuivre. Le Lightning Network va continuer de se développer. Peut-être que RGB va continuer à se développer. LN Strike va peut-être se développer dans de nouveaux pays. Donc, voilà, l'adoption va se poursuivre. Je ne sais pas quel sera l'impact sur le cours, on verra bien. Et en France, parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas tu parlais d'institutions, de banques, etc., que aux États-Unis, ça y est, ça commence à arriver. Tu vois des grandes banques, les Goldman Sachs, les JP Morgan, qui font des rapports, qui commencent à être dithyrambiques sur l'or 2.0. J'ai rien vu pour le moment de la part de BNP, de la Société Géniale, etc. Ou les banques où sont les banques françaises? Où sont les cabinets d'investissement français? Est-ce que toi, tu as des bruits de couloir, tu as des informations? Comment ça se Nous, je pense que la France, il y a un domaine dans lequel on est les meilleurs au monde. On a une sorte de virtuosité, de talent complètement incroyable. C'est l'exercice qui consiste à se tirer une balle dans le pied quand on a tous les atouts pour devenir un leader mondial. Et donc, on l'a très bien fait avec Internet. On a réalisé cet exercice de manière impeccable, avec un professionnalisme. On sait faire. Ça, c'est... Voilà, c'était vraiment du grand œuvre, du bon travail. Et on est en train de faire exactement la même chose avec Bitcoin. Et voilà, et le plan se déroule comme prévu. Donc, message à Cédric O. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses pour 2022? Là, tu parlais d'adoption. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on va voir de nouveaux outils se développer qui vont faciliter cette adoption, qui vont faciliter la vie des gens qui détiennent des bitcoins, des outils, des montages financiers, peut-être dans certains pays des instruments juridiques. L'aventure du Salvador va se poursuivre. Il y a déjà des projets de nouvelles réglementations. Il y a le Bitcoin Bond qui a été annoncé et ils ont annoncé de nouvelles séries. Et donc ça va être très intéressant à observer parce qu'il se peut que ça soit un désastre, un naufrage complet. C'est pas du tout impossible. Mais si ça fonctionne, ça va être quelque chose de très important. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, ils sont en train de court-circuiter le système financier traditionnel. Si ça réussit, ça va donner des idées à énormément de pays. Énormément de pays parce que là, tu es en contact direct avec le marché sans devoir passer par les prime dealers actuels qui censurent, qui le font à leur sauce, quoi. Voilà. Après, moi, je ne veux pas être trop optimiste là-dessus. C'est-à-dire que je serais quand même étonné que ça réussisse sans catastrophe. Ça me paraît un peu trop beau, quoi. Tu crois? Ouais, je pense que la communauté Bitcoin commence à être relativement importante au niveau capitaux. Et puis, en fait, tu as un certain nombre de Bitcoiners avec lesquels je discute, par exemple, qui n'ont jamais acheté une obligation de leur vie, mais qui vont l'acheter juste par soutien au Salvador, par soutien au projet, et qui vont du coup, et même pas pour la question d'investissement, de prendre du 6,5% par an, etc. Enfin, peu importe les conditions de l'obligation, c'était juste pour soutenir le projet. Je pense que ça devrait bien se passer. Après, techniquement, à voir. Est-ce que Blockstream va assurer? Est-ce que Bitfinex va assurer? Ça, c'est une autre question. Mais au niveau du soutien du marché, je pense que le milliard, je crois que c'est un milliard qu'ils essaient de lever, je pense que ça, assez facilement, ils vont essayer de les toucher. Oui, ça devrait aller. Le premier milliard, il y a quand même des whales qui ont un intérêt objectif à ce que ça fonctionne et qui vont contribuer. Il y a des particuliers, comme tu dis, donc ça va déclencher des nouveaux comportements d'achat, des nouveaux comportements d'investissement chez tout un public qui se trouve un peu initié à tout ça grâce au Bitcoin. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, on verra, mais quand même, même s'ils arrivent à lever leur milliard, tu vois, est-ce qu'ils vont l'utiliser correctement? Est-ce qu'il ne va pas avoir des bugs techniques majeurs, des phénomènes de corruption, des retournements du marché quand même très violents, tu vois? Peut-être qu'en 2022, le Bitcoin peut retomber à $20 000. C'est pas du tout impossible. Moi, ça m'étonnerait, mais ça m'étonnerait.
Les fondamentaux sont bons, mais quand même… Moi, les fondamentaux, et du coup, nous, on a commencé à faire de l'analyse on-chain chez Grand Angle Crypto dans une lettre d'investissement, et tu vois les fondamentaux techniques, et de nouveau, il n'y a pas de conseil en investissement ni quoi que ce soit, mais on est à des niveaux, par exemple, il n'y a jamais eu autant de Bitcoin dans l'histoire de Bitcoin dans les mains des hodlers. Oui. Oui, on voit très bien les bitcoins qui sortent des exchanges. Et statistiquement, voilà. en fait, il n'y a jamais eu de bitcoin dans les mains de personnes, je dirais comme moi ou comme toi, qui ont des convictions fortes. Et au final, peu importe si bitcoin passe à 25 ou 65, nous, oui. on est sur des niveaux de pain. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font pas forcément du trading et qui sont hodl. C'est ça. Mais en même temps, ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à vendre du jour au lendemain. C'est-à-dire que s'ils veulent vendre, c'est instantané d'expédier leur bitcoin sur des exchanges en cas de retournement du marché. Mais ces retournements de marché, je pense, du coup, ces personnes-là sont beaucoup moins sensibles à ces aléas, à cette variabilité dont tu parlais. Ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, un bitcoin entre 60 et 30, bon, bah voilà, ils attendent quoi. Ils vont vendre, ou en tout cas, ils vont vendre. Ils vont en tout cas profiter de ce qu'ils ont accumulé pour s'acheter peut-être une maison, enfin, des dépenses significatives qui pourraient changer leur vie. Mais se faire un quick win, ce n'est pas des daily traders ou des personnes qui vont paniquer parce que Bitcoin a perdu 20%. Ils connaissent les fondamentaux techniques, la technologie, que ce n'est pas une bulle, que ce n'est pas quelque chose de friable. Et du coup, ça change tout psychologiquement. C'est-à-dire que tu dors de manière relativement sereine, quoi. Oui, effectivement, les hodlers. L'idéalisme sur ces sujets se maintient, la compréhension technique de ce que c'est progresse. Donc là, on n'est plus dans l'idéalisme, on est dans le pragmatisme. Tout ça progresse, donc c'est effectivement positif. Ouais. Et tu n'as pas mentionné Biarritz 2022, du coup. Ah oui, c'était un événement quasiment mondial. Et donc 2022, on se retrouve tous à Biarritz. Donc un des gros événements 2022, ça sera Biarritz, bien évidemment. Ah oui, et c'était vraiment une très bonne surprise cet événement, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est devenu pratiquement, je crois, le principal événement Bitcoin d'Europe. Donc et les ambitions pour l'événement 2022 sont grandes. L'idée, c'est aussi d'ajouter une journée internationale, en plus des 2 journées françaises. Et donc, ça va sans doute être un grand succès. Super. Merci Yorick. Merci. À très bientôt. Merci. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.